Un tout petit rectificatif. Je vais parler de Jean Edernalier, décédé comme par hasard en tombant de son vélo. Il voulait parler de la fille cachée de Mitterrand qui s'appelait Mazarine et j'ai fait un lapsus. Marine, vous allez voir, excusez-moi. Voyez la suite. Bonjour à tous. Il y a des morts mystérieuses, des suicides. Enfin, rappelez-vous, Jean Edernalier, qui est décédé le 12 janvier 1997. Qu'est-ce qu'il voulait faire ce monsieur? Ah oui, il avait appris l'existence de Marine, la fille cachée de Mitterrand, et voulait révéler ça au grand public. Et allez savoir, il est tombé de vélo et il est mort. Et puis Robert Boulin, c'est lui qui était suicidé avec 2 balles dans la tête, avec un pistolet à quelques mètres de lui. Christophe de Margerie, Total, PDG de Total, qui venait de signer un partenariat avec les Russes. Ah, il y a eu un accident, son avion a été endommagé, il est mort. Olivier Dassault aussi, je crois, accident d'hélicoptère. Alors que l'hélicoptère était piloté par son pilote d'essai. Le général Georges Lain, qui s'était occupé de la basilique Notre-Dame, il a glissé sur un sentier dans les Pyrénées. Michel Rivasi aussi, députée européenne, qui voulait parler des vaccins, du corona. Récemment, le général Delaware, ouais, aussi, ouais, on ne sait pas trop lui. Quelqu'un m'a dit, il y avait une petite piqûre là. Mais bon, moi je dis rien. Hein, moi, enfin, en tout cas, personnellement, je ne suis pas intéressé par le suicide. Hein. S'il m'arrive quelque chose, c'est pas la dépression. Bref. Et puis, récemment, je vous l'ai mis tout de suite au début, 3 agents de la DGSI morts par suicide dans un parking en 5 mois. Et maintenant, un monsieur, j'ai montré son portrait, Éric Denessé, qui était contre la guerre en Ukraine et qui expliquait certaines choses. Un peu trop, certainement. Il ne voulait pas rentrer dans le principe de Macron de dire tout est la faute des Russes. Il faisait la part des choses en nous parlant du Donbass. Voilà. Alors, ce monsieur, bon, 62 ans, ancien officier du renseignement de la marine, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Ben oui, c'est soudain, c'est inexpliqué, c'est inquiétant. Sa famille, ses proches, ses collaborateurs ne croient absolument pas à l'hypothèse du suicide. Il travaillait sur un dossier important au profit d'un magazine, Histoire Magazine. Il attendait avec impatience la publication du 2e volet d'un dossier pour son histoire de renseignement. C'était un analyste influent, reconnu dans les domaines de la défense, du renseignement, de l'intelligence économique, de la géopolitique. Docteur en sciences politiques, habilité à diriger des recherches depuis 2011, il fut officier analyste de la Marine nationale, blablabla. Il a travaillé dans le secteur privé, pour Matra Défense, il a confondé le cabinet d'intelligence économique Argos, etc., etc. Fondateur donc du Centre français de recherche sur le renseignement. Ce qu'on appelle un think tank d'inspiration réaliste, indépendant des institutions et des pouvoirs publics. Il a critiqué la vente de la filiale énergie d'Alstom à General Electric, qui a fortement impacté notre souveraineté nationale. Cela a été voulu par Emmanuel Macron. Il avait une position indépendante, non alignée à propos de la guerre en Ukraine. Il divergeait donc des lignes officielles de l'Union européenne et du gouvernement français. Et il affirmait à première vue jamais rien qui ne soit sérieusement vérifié, solidement étayé. Ce n'était pas le style de ceux qui viennent sur les plateaux vous raconter n'importe quoi. Et donc, après l'invasion de l'Ukraine, sans être pro-russe, il a souligné les responsabilités croisées des néoconservateurs à Washington, qui voulaient toujours pousser plus loin les Ukrainiens, et des ultranationalistes, que certains qualifient de nazis, à Kiev. Et cette logique ne pouvait que conduire à l'agression russe, car au fur et à mesure, ils ont kikiné le Donbass, bombardé le Donbass, fait des milliers de morts pendant 8 ans. Voilà, après évidemment, les Russes ne sont pas tout blancs, on est bien d'accord. Donc il a fait une trentaine d'ouvrages, etc., etc. Il parlait d'intelligence économique et stratégique. Il expliquait que les États-Unis étaient toujours un peu en guerre économique et qu'ils cherchaient à piller tout ce qui pouvait être intéressant en France. Voilà. Hein. Bref, on voit son décès et d'autres. Il est devenu dangereux de démanteler la pensée unique européenne et surtout celle de la Macronie sur les questions sensibles de la guerre en Ukraine, du Proche-Orient et éventuellement la reconnaissance d'un État palestinien.
j'ai l'impression que tout semble mis en place pour briser l'élan de la vérité, pour empêcher de voir et de dire le réel, pour contrôler un narratif officiel et surtout pour ostraciser et éliminer tout ce qui est dissident. Tous les gens intelligents qui peuvent prendre la parole, qui peuvent dire « Oui, mais attendez, rappelez-vous, Merkel, Hollande, ils étaient garants, les accords de Minsk. » Non, non, mais on n'en parle plus, là. Les Russes, ils ont attaqué. Oui, mais expliquez, vous leur aviez dit que jamais il y aurait l'OTAN en Ukraine. Ah non, non, mais on ne veut pas savoir, Poutine, c'est un méchant. Ah d'accord, et on n'a pas le droit de réfléchir. Non, non, mais c'est bon, la cause est entendue. Et vous verrez un moment, il parle de Netanyahou, et Premier ministre israélien, et il explique très récemment qu'il lance des guerres pour se maintenir au pouvoir, et ça nous fait penser à Macron qui nous parle tout le temps de guerre, et d'autres, hein, qui pour se maintenir au pouvoir, à tout prix, cherchent à nous entraîner dans une guerre, dans un conflit. Comme ça, bah évidemment, plus d'élections, la France est en péril, et on a un grand dirigeant, Emmanuel Macron, qui va nous guider jusqu'à la défaite finale. Et le fameux Bibi, Premier ministre israélien, c'est pareil, il est très contesté en Israël, et, car il a un gouvernement quand même vraiment ultra conservateur, hein, vraiment des identitaires très très, très forts. Et voilà, le grand Israël et tout. Et la seule façon de museler l'opposition israélienne, c'est d'être toujours en guerre, comme ça tout le monde se met derrière lui, et il se maintient au pouvoir. Donc vous allez comprendre, vous avez vu ce monsieur, c'est quand même très très délicat. Je ne dis rien, mais je n'en pense pas moins. Il y a des choses qui sont même très très étranges. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, 3 agents des services secrets, dont 2 en 2 jours, en quelques mois, dans un parking. Hein, vous savez, si on sait que vous savez quelque chose, 2 mecs vous chopent, ils vous mettent un flingue dans la main, on vous le pousse là, ah bah ouais, il s'est suicidé, ah bah alors, c'est comme c'est bizarre, et oui, et puis ça passe, ça passe dans les faits divers. Regardez, j'ai, je crois, 3 extraits de Éric Dénessé, très très intéressants, j'espère que ça vous plaira, et ben on n'est pas tant en démocratie que ça, à mon avis, hein. Bon, bah, sachez que s'il m'arrive quelque chose, c'est qu'un camion m'aura roulé dessus, à l'insu de mon plein gré, et que je n'ai pas des envies de suicide. Ceci étant dit, regardez la suite. Merci, partagez. Éric Dénessé ce soir. Bonsoir, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, ancien analyste du renseignement durant la guerre froide, et vous êtes l'auteur de La Nouvelle Guerre secrète aux éditions Mareuil. Yvan Rioufol, évidemment, avec Éric Dénessé, on va parler de cette guerre en Ukraine. Oui, c'est un grand spécialiste naturellement de ce genre de conflit. D'ailleurs, j'aimerais que déjà vous nous expliquiez quelle est la source ou les sources du conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Oui, vous avez raison, ça me semble très important de faire une mise au point. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un narratif qui est complètement manichéen, dans lequel on nous présente ce conflit d'une manière extrêmement partiale. Et ce qui est dangereux, c'est que ça exonère de leurs responsabilités majeures, véritablement majeures, 2 acteurs principaux que sont le régime ukrainien et les États-Unis. Parce que finalement, la guerre que nous vivons, qui n'aurait jamais dû eu lieu, est une guerre qui commence dès 2014, lorsqu'il y a un coup d'État soutenu par l'Occident, coup d'État illégitime contre Yanukovych. Et c'est ça qui a véritablement amené la Russie à se radicaliser, alors ce qui ne justifie en rien l'invasion, mais dans la manière dont les faits sont présentés aujourd'hui, Poutine, certes envahisseur de la Russie, porte tous les torts, alors que les responsabilités sont très largement partagées. D'une part par les États-Unis qui ont poussé véritablement le régime ukrainien à provoquer la Russie, et d'autre part par les États-Unis qui aussi ont essayé de faire tomber Poutine dans ce piège pour l'amener à se décrédibiliser durablement. La Russie, malgré tout, avait montré des volontés expansionnistes à travers la Géorgie, par exemple, ou à travers la Crimée. Elle n'était pas non plus un agneau, la Russie. Oui, mais il s'est passé quelque chose de très intéressant en 2006. En 2006, il y a les premiers discours de l'OTAN qui disent « Nous allons ouvrir nos portes à l'Ukraine et à la Géorgie ». 2007, il y a le discours de Poutine à Munich qui dit « Écoutez, ce sont des choses qui sont pour nous des menaces existentielles, donc nous ne resterons pas sans réagir ». 2008, il le montre, il réagit en intervenant en Géorgie. Et puis après, les choses vont s'enchaîner. L'OTAN ne comprend toujours pas, continue à pousser pour que les Ukrainiens rejoignent l'organisation. Parce que dans les faits, aujourd'hui, quand
on regarde les fournitures d'armement, même avant le déclenchement de la guerre, quand on regarde la manière dont les forces ukrainiennes sont formées aussi bien par les Américains, les Canadiens et les Britanniques, il y a vraiment une logique de pousser à l'extrême pour faire réagir la Russie. Est-ce que vous êtes en train d'excuser, dans le fond, l'agression russe vis-à-vis de l'Ukraine? Non, bien sûr que non, mais parce que ceux qui souffrent aujourd'hui le plus de cette guerre, ce sont les populations ukrainiennes. Or, dans cette logique, la responsabilité, bien sûr, l'offensive est une offensive russe, mais il ne faut pas non plus oublier que depuis 2014, les actions, et y compris les violations des droits de l'homme faites par le régime ukrainien dans le Donbass sont réelles, elles sont documentées, et que nous, occidentaux, nous avons systématiquement fermé les yeux, nous n'avons pas appuyé ni fait pression sur le gouvernement Zelensky pour qu'il respecte les accords de Minsk qu'il avait signés. Et donc, on est en train de nous présenter uniquement la moitié des faits. Alors, cette moitié des faits, elle est exacte. Seulement, on dissimule l'autre moitié qui remet quand même très largement en cause la manière dont on nous présente les événements. Parce que s'il passe outre les recommandations américaines qui sont plutôt de faire une riposte mesurée, d'abord s'il fait une riposte, ça va déjà changer les choses. S'il fait une riposte qui échappe au contrôle des Américains, ça va être encore plus problématique. Et je dirais que finalement, le deuxième paramètre, enfin le premier c'est l'attitude de la Russie, celle de Netanyahou, le troisième c'est celle de l'Iran. L'Iran depuis maintenant plusieurs mois essaie de ne pas tomber dans le piège israélien. Parce que la stratégie israélienne, elle est tout à fait finalement comparable à ce qu'a fait l'OTAN face à la Russie. C'est-à-dire qu'on crée des conditions qui sont de plus en plus insupportables pour Moscou, pour que Moscou déclenche une offensive et apparaisse comme l'agresseur. Bien sûr que c'est Moscou qui a envahi l'Ukraine, mais tout avait été fait pour. Et là, il se passe la même chose. Depuis plusieurs mois, on voit des tentatives assez systématiques des Israéliens et des Américains, d'une certaine manière, pour pousser l'Iran à la faute. Or, toute l'astuce des Iraniens, c'est justement de ne pas tomber dans ce piège. Les Russes sont très mesurés parce qu'un acte comme celui-ci présente toutes les caractéristiques de vouloir entraîner le conflit vers une escalade, entraîner une guerre entre l'OTAN et la Russie. On a vraiment affaire avec les Ukrainiens à un régime de quasi-fanatiques. Ils sont en train de saper la sécurité nucléaire mutuelle mondiale qui a été établie depuis de longues années. Donc je crois que là, on est, mettre un terme à l'aide ukrainienne pour les empêcher de conduire ce genre d'opération totalement irresponsable me paraît essentiel. Et comme vous le disiez, les Russes, eux, veulent éviter la montée aux extrêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réagir, mais systématiquement, ils mesurent beaucoup leur réaction. Et puis, plus important, les anciens patrons du Shin Bet, que ce soit Ronenbar ou Argaman, ont déclaré tous les deux que la nouvelle offensive dont on va reparler, qui a été lancée à Gaza il y a quelques jours, révélait le véritable objectif de Netanyahou, c'est sa survie politique par la guerre et par une guerre sans fin, et afin de rétablir Ben Gvir au gouvernement. Et finalement, pour moi, ça fait un lien direct avec ce que l'on vient de voir dans l'émission que vous avez animée, où les dirigeants européens utilisent la guerre pour essayer de consolider leur pouvoir et une Europe supranationale. Et bien, finalement, on s'aperçoit que Netanyahou ne fait pas autre chose aujourd'hui en Israël pour se maintenir aux affaires. Alors, juste avant que vous n'abordiez la question directe de ce qui s'est passé à Gaza, évidemment, préciser que le Shin Bet, c'est le service de renseignement israélien, et que donc, on voit bien, là, c'est des gens qui ont évidemment, quand ils menacent d'avoir de révéler certaines informations sur Benjamin Netanyahou, ils ont a priori des informations de premier ordre. Donc, ça peut vraiment... vous pensez que ce ne sont que des menaces, ou ils peuvent vraiment divulguer ces informations? Pour la première fois, vu l'ampleur de la crise interne, moi je commence à acquérir la conviction qu'il semble capable de le faire. Il faut rappeler que Netanyahou a quasiment rétabli une forme de censure, puisque le grand journaliste de gauche, Haaretz, qui défend la démocratie, s'est vu privé de tous ses contacts avec les autorités gouvernementales, même s'il continue à publier. Et puis aussi, il faut rappeler que historiquement, le Shin Bet, donc, qui fait à la fois le contre-espionnage, le contre-terrorisme et la surveillance contre les extrémistes intérieurs en Israël, a toujours été finalement presque plus gauchisant que le Mossad ou le renseignement militaire, parce que ce sont des gens, et on a vu de nombreuses interviews d'anciens patrons de ce service, qui, à force de lutter contre les Palestiniens, finissent par se rendre compte, alors qu'eux-mêmes organisent des arrestations et des éliminations, que finalement il n'y a pas d'autre solution que la solution à deux États. Et